Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, Marie-Lise Pompignac, comportementaliste, doctorante en éthologie et chargée de cours en éthologie et méthodologie de recherche en neurosciences en université. Dans cet exposé, nous allons parler aujourd'hui de bien-être animal et plus particulièrement, nous allons faire un petit tour du côté des techniques manuelles pour apporter le bien-être à notre animal. Nous allons donc aborder le thème du massage, de l'acupuncture et de la musique au niveau des neurosciences et donc au niveau du cerveau, du système nerveux central, périphérique, au niveau des ondes cérébrales, ainsi qu'au niveau du tissu conjonctif. Certains termes vont être assez pointus, puisque il faut malgré tout rester rigoureux et mettre un nom sur la chose. Désolée pour les personnes qui ont peu de connaissances en termes scientifiques. Nous reviendrons sur certains sujets de façon à les approfondir. Si vous ne comprenez pas tous les termes, rassurez-vous, l'essentiel est de comprendre ce que cela signifie. Donc, le sommaire reprend le, comment dire, reprend donc le contenu de ce cours. Nous allons commencer par donc le système nerveux central qui concerne le cerveau et la moelle épinière. Nous irons ensuite du côté des voies de la sensibilité, voir ce qui se passe au niveau des récepteurs nociceptifs et des récepteurs somesthésiques. Nous irons découvrir ce qu'est le tissu conjonctif lâche, quelle est sa fonction, ce qui se passe au niveau du tissu conjonctif lâche lorsque nous sommes en émotion, et donc comment est-ce que les émotions circulent dans le corps. Et nous verrons le travail de l'acupuncture sur le tissu conjonctif lâche, c'est-à-dire l'aiguille d'acupuncture au niveau du tissu conjonctif. Qu'est-ce qui se produit pour apporter détente, analgésie et donc bien-être. Pour le confirmer, je vous présenterai deux vignettes cliniques. Une vignette correspondant à de l'acupressure sur une femme hospitalisée en oncologie, souffrant de douleurs chroniques depuis plusieurs années. Et nous verrons la douleur aiguë chez le cheval suite à un traumatisme. Et en quoi est-ce que l'acupuncture ou l'acupressure apporte de l'amélioration, un bien-être au niveau des données hémodynamiques et au niveau des données cliniques, c'est-à-dire de ce que nous pouvons observer suite à la séance. Ensuite, nous aborderons le vaste sujet de la sensorialité et plus particulièrement l'intérêt du comportement exploratoire. Donc, le comportement exploratoire qui est là à l'interface entre la sensorialité et la cognition. Nous verrons via des schémas et des photos d'IRM ce qui se passe lorsque il y a interaction précoce chaleureuse et donc le développement du cerveau chez le petit enfant et ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas d'interaction chaleureuse et comment est-ce que le cerveau va se façonner ou pas dans ces conditions. Enfin, nous irons
faire un tour du côté des ondes cérébrales et voir dans quelle mesure elles vont apporter une modification dans le comportement du cheval ou pas, puisque nous sommes donc sur des retours d'expérience de recherche. Et donc, nous finirons par une petite conclusion générale qui clora donc ce vaste sujet. Le cerveau. Alors le cerveau se compose de différentes parties qui sont toujours à l'étude, hein. Nous sommes vraiment au début de la connaissance de notre cerveau et du cerveau des animaux. Le cerveau donc a différentes appellations au niveau de ses ondes et dans cet exposé, je vais donc vous parler du télencéphale, qui est donc la partie postérieure du cerveau. Nous parlerons du diencéphale, du mésencéphale, puis du métencéphale, qui est donc dans cette zone-là, et nous finirons sur le myélencéphale et la moelle épinière. Donc, je vous ai mis ces planches de manière à ce que, avant de commencer à parler donc de bien-être animal, il soit possible déjà de se faire une idée du cerveau de l'animal par rapport au cerveau de l'humain. Donc, je vous ai mis en parallèle le cerveau d'un chien, avec donc le nez, la truffe de ce côté-ci, et le cerveau de l'humain. Donc les deux planches sont mises dans le même sens, de manière à ce que vous puissiez faire un parallèle. Et vous voyez donc le cervelet sur la partie postérieure, le cervelet de l'humain ici, le tronc cérébral qui se poursuit par la moelle épinière, le tronc cérébral de l'humain qui se finit par la moelle épinière. Devant, vous avez le pont, qui se trouve ici chez le chien. Ce qui est blanc, c'est le liquide céphalo-rachidien. Donc ce qui est blanc sur l'humain est également le liquide céphalo-rachidien. Et au-dessus, vous avez donc le cortex qui se trouve ici chez l'humain. Et le système limbique, le cerveau des émotions, qui se trouve donc sous le cortex. Donc le cerveau des émotions se trouve ici, hein, sous le cortex, donc sous le télencéphale. Donc le télencéphale est la partie dite antérieure de l'encéphale. Il est composé des deux hémisphères cérébraux et de trois sous-unités. Dans ces trois sous-unités, nous avons le cortex, qui est représenté par une substance grise formée de plusieurs circonvolutions et de fissures, appelées également scissures. La substance grise correspond aux neurones et la substance blanche correspond aux fibres reliant donc les neurones entre eux, comme des fils électriques qui relient deux points entre eux. Au niveau du cortex, nous avons, en allant de l'avant, c'est-à-dire de la face vers l'arrière, nous avons l'aire frontale qui correspond à la fonction cognitive et aux fonctions motrices. Puis, nous avons l'aire pariétale au-dessus du crâne qui correspond à la sensorialité. C'est l'intégration somato-sensorielle. À l'arrière, nous avons l'aire occipitale qui correspond également à l'aire visuelle. Sur les côtés, nous avons l'aire ou les aires temporales qui correspondent aux aires
auditif. Et au niveau crânial se trouvent les bols, donc au niveau des tempes, nous avons les bulbes olfactifs, donnant naissance au nerf olfactif, premier nerf crânien. Sous le cortex, il y a les aires corticales qui reçoivent, donc on parle d'afférence quand ça arrive, et qui envoient, on parle d'efférence, quand ça projette vers d'autres zones de l'encéphale et de la moelle épinière. Et donc, ces voies de transfert, ces voies de transport d'informations sont donc la substance blanche, ce que je vous disais juste avant, comme les fils électriques entourés d'une gaine. Cette gaine qui donc a un nom particulier. Et entre autres, au niveau donc du bulbe rachidien, il y a donc la myéline qui va donc envelopper ces gaines de manière à faciliter l'information entre le bas du corps, c'est-à-dire dessous le cou, jusqu'au cerveau et inversement. Et il y a donc une troisième sous-unité qui correspond aux structures sous-corticales qui sont juste sous le cortex et qui comprennent l'hippocampe, le complexe amygdalien et les noyaux gris. Donc les noyaux gris se composent du noyau codé, du putamen, du globus pallidus, du noyau sous-thalamique, c'est-à-dire qui est sous le thalamus, et la substantia nigra, la substance noire. Donc ça se trouve donc juste dessous le cortex et dessus le système limbique, le cerveau des émotions. C'est également donc une zone qui va être intermédiaire avec le dit encéphale que nous retrouvons sur ce schéma-là. Nous avons donc le télencéphale, donc qui est très actif. Et nous avons dessous le diencéphale en rouge. Et le diencéphale est composé essentiellement du thalamus et de l'hypothalamus, mais également de l'épithalamus. Donc c'est un petit peu complexe, on ne va pas aller bien loin dans les explications pour les personnes qui sont au balbutiement des neurosciences pour comprendre le bien-être des animaux dont l'humain. Je vais vous nommer donc l'épithalamus, le thalamus, le métathalamus, qui est composé du corps grenouillé, relais des voies visuelles et des voies auditives, le subthalamus, qui reçoit donc les projections motrices des noyaux de la base, des noyaux gris, dont on a parlé juste précédemment, et l'hypothalamus, qui lui a comme fonction de contrôler tout ce qui va être neurovégétatif et endocrinien. L'hypothalamus va répondre par le comportement, va mettre en forme la réponse du thalamus. Puis, dessous, nous avons le Nous avons donc le télencéphale, le diencéphale, et nous arrivons au mésencéphale, qui est une courte portion du tronc cérébral reliant le diencéphale au pont. Donc, il se trouve ici, le mésencéphale. Donc, à chaque fois, vous entendez bien le terme encéphale, qui permet donc de définir chaque zone. Donc, le mésencéphale est une structure de transit entre les voies ascendantes, donc qui montent vers le cortex, et des voies descendantes. Les collicules rostraux, qui sont donc la zone dorsale du mésencéphale,
correspondent à une zone de transit des voies ophtalmiques et centre des réflexes oculaires. Et nous avons également donc dans cette zone les noyaux rouges correspondant aux voies motrices des carnivores domestiques. Donc, les nerfs oculomoteurs se trouvent ici, à l'avant, et à l'arrière, les voies motrices. Faisant suite donc au mésencéphale, nous avons le myélencéphale de myéline qui correspond à la portion caudale du tronc cérébral donnant naissance à la moelle épinière. Donc il se trouve ici. Le myélencéphale est composé donc de pyramides faites de 2 fibres corticospinaux, donc qui relient le cortex à la moelle épinière, corticospinaux, qui se décussent, donc qui se séparent dans la région d'émergence de la douzaine de paires de nerfs crâniens qui se trouvent ici. Hein. C'est donc dans le myélencéphale que les nerfs prennent naissance pour se prolonger ensuite dans la moelle épinière et les extrémités. La moelle épinière est donc le prolongement caudal de la moelle allongée. Elle s'étend jusqu'à la 6e lombaire chez le chien et jusqu'à la 7e lombaire chez le chat. La moelle épinière est segmentée de façon métamérique. Chaque métamère est une sortie de racine nerveuse. La numérotation de ces segments correspond à une vertèbre. Le chien possède 8 segments cervicaux, mais 7 vertèbres cervicales. C'est-à-dire qu'il y a un premier segment qui va se faire entre le crâne et la première cervicale. Puis 13 thoraciques, 7 lombaires, 3 vertèbres sacrées ou sacrales et un nombre variable de vertèbres caudales formant la queue. Les voies de la sensibilité. Donc, les nocicepteurs assurent la transduction des stimuli en potentiel de réception, puis potentiel d'action. Les récepteurs somesthésiques de la perception douloureuse sont innervés par des fibres myélinisées, et donc comme ils sont enveloppés de myéline, c'est-à-dire d'une gaine, la vitesse de circulation du message est très élevée. C'est le cas des fibres A delta, à l'inverse des fibres nociceptives qui sont faiblement ou non myélinisées. N'ayant pas de myéline, n'ayant pas de gaine, la vitesse de l'information est plus lente, parce qu'il va y avoir des pertes de données puisqu'il y a moins de gaine, et cela correspond aux fibres C. Donc, les fibres A delta sont des fibres somesthésiques qui permettent la perception de la douleur via des fibres myélinisées. Hein. Les fibres A delta sont myélinisées. Les fibres nociceptives ne sont pas myélinisées, ou très faiblement. La vitesse est lente et on parle de la fibre C.
Dans ce schéma, vous pouvez donc voir les fibres C, donc qui sont donc des faiblement myélinisées, voire pas myélinisées, et qui vont donc faire circuler la douleur de façon lente et lancinante. Par contre, les fibres A alpha et A bêta n'entraînent pas de douleur et produisent la libération du GABA qui est plus puissant que l'endorphine. C'est pour ça que les massages, l'ostéopathie viscérale, le toucher fluidique et le sport, s'il n'est pas traumatisant, vont apporter du bien-être, excusez-moi, vont apporter donc du bien-être et non de la douleur. Hein? Donc, les fibres A alpha et A bêta n'entraînent pas de douleur, ce sont des fibres somesthésiques, myélinisées, qui produisent la libération du GABA. Le GABA, c'est le frein dans le cerveau. C'est ce qui permet de contrôler son comportement, ses envies. Et le GABA joue également un rôle dans l'humeur. C'est pour ça que certains antidépresseurs vont travailler sur le GABA de manière à augmenter sa production. Le GABA est plus puissant que l'endorphine. Donc la morphine interne, morphine, endorphine. Dans ce schéma, vous voyez donc l'inhibition segmentaire. Donc comment il est possible donc d'inhiber la sensation douloureuse via donc le tact stimulant la fibre A alpha ou la fibre A bêta qui vient activer donc un interneurone. Cet interneurone va libérer de l'endorphine de façon à inhiber la substance P, signal de douleur. Alors le deutoneurone, via le faisceau spinothalamique, va stopper la sensation douloureuse. Vous avez donc la fibre A delta et fibre C qui apportent la douleur, qui stimulent la substance P, donc un des agents informant de la douleur. Et pour l'arrêter, la stimulation des fibres A alpha et A bêta va permettre à un interneurone de libérer l'endorphine et d'inhiber l'action de la substance P qui permettra l'inhibition donc qu'on dit segmentaire. Au niveau donc cérébral, les zones concernées par la sensation douloureuse sont donc la région somatosensorielle primaire, donc dans la zone pariétale. Là, c'est la zone de la douleur sensorielle. Et la zone de la douleur émotionnelle est dans la zone frontale, excusez-moi, j'allais dire frontolimbique, frontale. Donc la douleur émotionnelle est à l'avant du cerveau. Les zones concernées par la douleur sont l'insula, le cortex cingulaire entre autres, bien entendu le cortex somatosensoriel primaire. Nous avons vu le cortex préfrontal. Je vous ai mis donc les aires de Broca
aires de Wernicke et aires de Brodmann, donc qui sont les aires donc du langage, de la parole, parce que dans ces zones intermédiaires se situent les neurones miroirs en F5, mince, excusez-moi, voilà, en F5, hein. Nous avons donc au niveau de la césure, hein, des zones associatives dans lesquelles se situent les neurones miroirs. Et les neurones miroirs vont avoir aussi une action sur la perception douloureuse. C'est pour ça que quand nous voyons quelqu'un se faire taper sur les doigts, nous exprimons un comportement, des mimiques ou parfois même un ressenti à la place de l'autre. Ce sont nos neurones miroirs situés dans les aires associatives qui répondent à la vision et qui vont activer nos zones de perception de la douleur somato-sensorielle ou émotionnelle. Donc, nous allons maintenant laisser le cerveau et les voies somesthésiques et nociceptives de côté pour aller explorer le tissu conjonctif lâche. Alors, le tissu conjonctif est ce qui entoure les os, les muscles et se trouve sous la peau. Il est composé de substances actives dans l'espace intercellulaire. Se trouve donc du collagène, de l'élastine, des fibres réticulines, des protéines interfibrillaires collantes. Les cellules fixant l'eau dans l'espace intercellulaire sont des fibrilles protéiques ainsi que des complexes solubles composés de polymères glucidiques liés à des molécules de protéines qu'on appelle les protéoglycanes qui, elles, sont formées de fibroblastes et de mastocytes, cela composant un gel aqueux continu et adaptable, un peu comme du blanc d'œuf cru. Hein? La composition donc du tissu conjonctif lâche ressemble un peu à du jaune, non, du blanc d'œuf cru, hein, par rapport à la texture donc aqueuse, et qu'il est possible donc d'allonger, hein, qui est élastique, adaptable et qui est continu. La matrice extracellulaire correspond à un environnement physico-chimique des cellules formant l'architecture permettant la tenue et le mouvement de ces cellules. La matrice extracellulaire, appelée également MEC ou MEC, est un milieu ionique, donc avec des échanges d'ions, hydraté et poreux, laissant passer donc les métabolites et les nutriments. Les colloïdes, donc ce qui fait colle au niveau du gel aqueux, sont des mucopolysaccharides ou glycosaminoglycanes. Dedans, nous y trouvons donc le fameux acide hyaluronique dont on fait des injections pour combler donc les rides. Et ça se vend maintenant même en crème. Donc l'acide hyaluronique est une des composantes du gel aqueux du tissu conjonctif. Ces colloïdes fixent l'eau. L'eau est fondamentale pour la vie cellulaire et également pour ralentir le vieillissement et limiter les douleurs. Donc, les colloïdes fixent l'eau et favorisent la dispersion des métabolites, ce qui joue un rôle dans la défense du système immunitaire,
résistant à l'expansion des bactéries. Donc le tissu conjonctif est très complexe à étudier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que son rôle est fondamental dans la structure de l'organisme et sa fonction. Le bon entretien, l'hygiène de vie et la protection de son tissu conjonctif permettent d'augmenter et de soutenir la défense du système immunitaire. Les phénomènes inflammatoires vont avoir donc une action bien entendu sur le tissu conjonctif, puisque les phénomènes inflammatoires vont activer les myoblastes, engendrant la crispation générale du tissu conjonctif, soumis également à l'influence du pH. C'est-à-dire qu'un pH de l'organisme acide encourage aussi les processus inflammatoires et les processus inflammatoires, donc soutenus par un pH acide, vont pouvoir s'accompagner parfois de troubles respiratoires, d'émotions négatives telles que la dépression et vont naître également de l'alimentation acide qui est donc provoquée par le sucre industriel, le gras, les produits insaturés, les produits industriels, excusez-moi, les produits industriels, tout ce qui va être farine blanche. Voilà, tous ces aliments-là vont encourager l'acidité de l'organisme et encourager les phénomènes inflammatoires qui vont provoquer une crispation donc du tissu conjonctif qui doit normalement être souple. Là, il va être crispé. Donc par conséquent, une atteinte de la matrice du collagène se produit, ce qui va déboucher sur un vieillissement cellulaire. La congestion, la crispation du tissu conjonctif handicape la libre circulation et le mouvement de la structure. En sachant que le système facial, donc le système du tissu conjonctif, est animé par deux rythmes. Un rythme de tension-compression, ce sont des vibrations mécaniques circulant à la vitesse du son, et le deuxième rythme est une compensation dans l'ensemble du corps structurel. Le tissu conjonctif fait tampon et élastique. Les fibroblastes tentent alors de compenser cette atteinte par un remodelage de la structure. C'est ce qui se nomme le principe de tenségrité, tension-intégrité, et ce sur quoi travaille l'ostéopathie. Tenter de réduire ces contractions, plutôt ces contractures de la structure et rapporter de la souplesse, d'où l'importance des massages. Et c'est pour ça que quand on a un cou, nous allons nous masser. Et le fait de se masser, de se frotter à l'endroit du cou a de très nombreuses fonctions. Non seulement cela limite la crispation du tissu conjonctif, la congestion du tissu conjonctif, mais en plus cela va permettre la libération des hormones antalgiques, de suppression de la douleur. Donc le maintien de l'hydratation des cellules est fondamental car le gel aqueux est un absorbeur de force, de dissipation d'énergie et de diffusion permanente pour la santé des tissus et des organes dans l'ensemble de l'organisme. Boire de l'eau, s'hydrater est fondamental pour le tissu conjonctif et la fonction, le rôle qu'il a à jouer
pour l'organisme dans son ensemble, depuis la locomotion jusqu'à la défense immunitaire. Selon le professeur Hassan Zawani de l'École centrale de Lyon, on retrouve dans le fascia à la fois les terminaisons libres et des capteurs sensoriels selon les auteurs Golgi, Pacini, Ruffini. Il semblerait même que la majeure partie de la proprioception et de l'interoception soit assurée par des récepteurs intrafaciaux, faisant du fascia l'organe le plus grand au niveau sensoriel, au niveau de la sensorialité. Ainsi, les fascias, les tissus conjonctifs, sont la base de notre proprioception et de notre coordination. C'est ce qui permet de ressentir notre corps et au corps de se ressentir pour rester droit et adapter les postures selon le contexte de vie. Ainsi, le fascia peut, par ses capacités de contraction, être à l'origine de douleurs ou de modifications de l'équilibre tensionnel du corps. Automatiquement, si on a une crispation, cela peut vite devenir douloureux. Et de plus, la crispation va limiter la circulation des messagers. Donc l'information passera moins bien. Si ce phénomène n'intervient pas directement dans la fibromyalgie, donc cas d'une douleur chronique, il peut être à l'origine de douleurs secondaires. Sous l'effet du stress, physique ou psychologique, le fascia se crispe et peut perturber le fonctionnement général de l'organisme. Donc non seulement nous avons vu précédemment que le physique altérait le tissu conjonctif et les fascias, qui sont plus profonds, mais le stress physique, comme l'épuisement, ou psychologique, comme une émotion forte, vont également agir sur la constitution du tissu conjonctif ou des fascias. Le tissu conjonctif lâche est juste sous la peau. Les fascias vont envelopper les organes et peuvent être de nature un peu différente du tissu conjonctif lâche sous la peau. Certains chocs émotionnels peuvent ainsi rester inscrits dans le corps sans que nous en soyons conscients et alors que le corps semble s'être rétabli. D'où l'importance de pratiquer les massages de façon régulière et l'ostéopathie pour libérer les nœuds inscrits dans le corps et dont nous n'avons pas forcément conscience. Quel est donc le rôle et l'action de l'acupuncture sur le tissu conjonctif et au niveau émotionnel? Lorsqu'un point d'acupuncture est stimulé, les mastocytes sont libérés et le réflexe d'Axone s'active également, produisant la libération de neuropeptides tels que le glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, l'adénosine, qui elle est une information de douleur, le triphosphate, l'ATP, qui est l'adénosine triphosphate, la substance P, la neurokinine A, les peptides liés au gène de la calcitonine. Ainsi, la dégranulation des mastocytes libère l'histamine
comme vous le voyez sur le schéma ici, vous avez donc l'aiguille de l'acupuncture arrive dans le tissu conjonctif. Il va y avoir stimulation puisque l'aiguille, non seulement elle est plantée, mais il est important de la tourner, de l'activer pour que les mastocytes puissent être activés, comme vous le voyez sur le schéma que je montre avec la flèche, et alors libérer l'histamine, permettre la dilatation des capillaires sanguins, mince, excusez-moi, voilà, c'est un petit peu lent quand je remets la page. Donc, la libération de l'histamine va permettre la dilatation des capillaires et l'augmentation de la perfusion sanguine dans le liquide interstitiel. Les terminaisons nerveuses stimulées au point d'acupuncture interagissent avec les mastocytes et entraînent la libération de nombreuses molécules nécessaires à l'homéostasie, à la surveillance immunitaire, à la cicatrisation et donc à la réparation des tissus. Donc, dans le schéma, je n'ai mis que quelques substances activées par l'aiguille d'acupuncture. Donc, le tissu conjonctif est riche de substances actives assurant souplesse de la structure, défense du système immunitaire, dispersion des nutriments et des métabolites. La stimulation du tissu conjonctif libère les fibroblastes, protecteurs de la tenségrité. La déformation du tissu au point d'acupuncture active les mastocytes responsables de l'homéostasie, de l'immunité, de la réparation des tissus via le collagène, hein, l'acide hyaluronique, entre autres, et la cicatrisation. Se produit alors une baisse de la prostaglandine E2, une baisse de la protéine C réactive et de l'interleukine 6, une baisse des protéines ERK 1,5, baisse des TNF-alpha, de la cytokine interleukine 1 bêta, et l'acupuncture, ou du moins la déformation du tissu conjonctif, permet la hausse de l'expression de la tyrosine hydroxylase qui permet la synthèse de la dopamine, de l'épinéphrine et de la norépinéphrine. La tyrosine hydroxylase va donc jouer sur l'humeur et le bien-être via la synthèse de la dopamine. La déformation du tissu conjonctif permet donc un retour à l'homéostasie et à la régénérescence cellulaire par la stimulation de collagène de type 1. Le collagène joue un rôle non négligeable dans l'analgésie. L'acupuncture avec ou sans aiguille permet donc la réduction des phénomènes inflammatoires et accroît le renouvellement cellulaire. De plus, les données hémodynamiques récoltées en clinique attestent de l'activité du système parasympathique
sous ces techniques manuelles. Donc, qu'il s'agisse du gate control produit par les massages, le shiatsu ou l'ostéopathie, ou du contrôle inhibiteur descendant par l'acupuncture, la manipulation et l'hydratation du tissu conjonctif. Cela donc limité par le pH acide concourt à réduire les prouvé douloureux chez le patient, animal dont humain. Que nous fassions des massages, du shiatsu ou de l'ostéopathie, ou que nous activions le contrôle inhibiteur descendant par l'acupuncture, la manipulation, cela associé à l'hydratation et à l'évitement d'un pH acide, donc via une alimentation adaptée, nous allons pouvoir agir sur la réduction de la sensation douloureuse chez le patient, animal dont humain. Je vous présente donc les deux vignettes cliniques concernant des douleurs chroniques chez une femme hospitalisée en oncologie. Je ne vais pas reprendre sa situation puisque nous savons que les douleurs chroniques ne sont pas des douleurs aiguës qui durent. Les douleurs chroniques sont des douleurs différentes des douleurs aiguës. Ces douleurs chroniques apparaissent et sont encouragées par un environnement émotionnel et ou affectif défavorable. Cette personne, cette patiente, a passé donc presque 10 ans à l'hôpital pour lutter contre une leucémie. Et dès l'arrivée à l'hôpital, son mari l'a abandonnée. Elle s'est retrouvée donc éloignée également de ses enfants qui, à l'époque, étaient tout petits, avaient 3 et 6 ans et demi. Et elle a enchaîné des soins, des traitements très invasifs, douloureux eux-mêmes. Non seulement elle a eu différentes chimiothérapies, thérapeutiques ou expérimentales. Elle a également eu une greffe du cœur, 2 greffes des poumons, une autogreffe de moelle, 3 allogreffes. Donc autant dire que son organisme a été plutôt malmené pour sortir de cette situation oncologique dramatique. Et pour tenter de soulager ces douleurs, puisque, comme vous le savez peut-être, hein, la morphine finit par sensibiliser le patient, alors qu'au départ, elle devait donc désensibiliser le patient à la douleur. Donc la morphine n'est pas un antalgique à long terme. Voilà, tous les traitements antalgiques ayant été testés, le CBD ne pouvant être administré, puisque le CBD va agir au niveau du foie et le travail du foie va intervenir dans l'assimilation des autres médicaments pris. Et le CBD, comme le citron par exemple, ou la menthe, s'ils sont pris en même temps qu'un traitement oral, vont annuler ou augmenter, bref, perturber l'action que devrait avoir le médicament administré. Donc,
ce type de traitement n'est pas possible pour cette patiente. Nous avons donc essayé l'acupressure. Donc, les points avec les doigts, mais sans aiguille. Nous avons ciblé des points d'acupuncture précis en fonction de ses douleurs et de ses pathologies. À l'issue de la séance, l'équipe médicale a remarqué, donc au niveau quantitatif, une amélioration des constantes hémodynamiques et un relâchement du tonus musculaire de la patiente. La patiente elle-même a déclaré ressentir une fatigue extrême du genre au bord de l'évanouissement, une sensation d'être comme dans du coton, une interruption des douleurs, un endormissement paisible et au réveil une sensation de soif extrême. Donc pendant environ 1 heure, cette patiente a pu bénéficier d'apaisement, de détente grâce aux bons soins de son aide-soignante qui fut guidée à distance puisque la patiente était en chambre stérile. Chez l'animal, je vais vous présenter le cas de Pâquerette qui a reçu un coup dans la cuisse, un coup d'un autre cheval. Suite à ce coup, la jument pouvait difficilement se déplacer, était particulièrement douloureuse. Et là, nous la voyons donc, c'est le postérieur gauche qui a été touché derrière. Et donc, elle fait quelques pas difficiles, ne pouvant poser son postérieur, et tourne la tête à plusieurs reprises, une fois qu'elle est arrêtée, et avant de reprendre un mouvement. Donc les déplacements sont limités. Elle reporte le poids de son corps sur le diagonale opposé. Nous remarquons une crispation des muscles de la face, un grincement des dents, des yeux mi-clos et une élévation du tonus musculaire. Comme nous l'avons vu précédemment, la stimulation du point d'acupuncture produit une augmentation d'adénosine triphosphate 24 fois supérieure au taux normal au cours d'une séance de 30 minutes donc d'acupuncture ou acupressure, et cela dure 60 minutes. L'adénosine triphosphate va amener une analgésie dans la zone stimulée. L'acupuncture régule les niveaux de marqueurs inflammatoires chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire pelvienne aiguë et améliore les symptômes cliniques. Ça, c'est une étude qui est tirée du département de gynécologie de Chine en 2018, où là, donc, il y a une régulation des facteurs de nécrose tumorale, ATN-alpha, interleukine 10, protéine C réactive, globules blancs, neutrophils. Là, concernant l'étude clinique sur les douleurs pelviennes, des conséquences sur la taille de la masse, également des conséquences sur la profondeur de l'épanchement, et ce qui est observé, c'est des symptômes cliniques favorables. Donc ça, c'est des données cliniques sur l'acupuncture pratiquée dans le département de gynécologie. Concernant une étude faite en département pharmacologique à Séoul en 2003
sont remarqués également des effets inhibiteurs sur la production de cytokines pro-inflammatoires chez des patients atteints de céphalée chronique. Aussi, au niveau donc des sciences translational medicine, donc ça c'est dans un magazine, hein, est remarqué que l'acupuncture au laser offre les mêmes effets que l'acupuncture avec aiguille. Et l'effet thérapeutique permet la prise en charge de patients atteints de douleurs rhumatoïdes, arthrosiques. Avec l'acupuncture au laser, en stimulant durant 1 minute différents points d'acupuncture, dont toujours le point E36. Dans toutes les études que j'ai pu réaliser, à chaque fois, le point E36 était stimulé. C'est le point longévité, le point des 100 maladies en médecine chinoise. Donc, les différents points d'acupuncture stimulés via le laser est remarqué, donc par rapport à ce département de biochimie, une augmentation des superoxydes dismutase plasmatique, augmentation du glutathion réductase, augmentation de la catalase, augmentation de la glutation sanguine et concentration plasmatique d'ATP. On retrouve donc l'ATP comme nous l'avons vu précédemment comme une production 24 fois supérieure à la production habituelle. Et l'acupuncture laser permet la réduction de la malondialdéhyde plasmatique, diminution des nitrates et nitrites sériques, diminution des protéines sériques et réactives C, diminution du taux plasmatique d'interleukine 6, là c'est l'interleukine 6, diminution de la glutation peroxydase et du taux de sédimentation des érythrocytes. Aussi, les massages, et là c'est ce que j'ai puisé donc dans le magazine Sciences Translational Medicine, donc édité en 2012, les massages ont également une action sur le tissu conjonctif puisqu'ils permettent la baisse de la production des cytokines, des glycoprotéines, des nervous growth factors, des interleukines et des TNF-alpha. Ils permettent l'augmentation du taux de mitochondrie et d'ATP. Concernant l'effet des massages sur le bien-être du patient, j'ai réalisé mon DU de psychiatrie périnatale sur l'intérêt des massages dans la prise en charge de la patiente en dépression postpartum. Vous avez également cet exposé en libre accès sur YouTube. Et donc, tout cet exposé concerne l'intérêt des massages dans le cadre de la dépression. Et comme nous avons vu, hein, de toute façon, tout ce qui va être humeur négative joue sur la perception de la douleur. Donc, les données expérimentales concernant donc Pâquerette, Pâquerette a bénéficié de 2 séances quotidiennes d'acupuncture allant de 30 à 45 minutes entre le 15 et le 19 juin 2020, alors que la boiterie était toujours très importante. Durant la séance, la détente s'est remarquée par une diminution du rythme cardio-respiratoire, un abaissement de l'encolure, un relâchement du tonus musculaire, le mâchonnement a remplacé le grincement des dents et parfois le bâillement et la fermeture des yeux sont apparus. Et le 20 juin, Pâquerette remarchait tout à fait normalement. Donc,
Concernant cette vignette clinique qui a été réalisée sous contrôle vétérinaire, il est possible d'encourager le propriétaire ou l'être d'attachement du cheval, donc propriétaire, le groom, le cavalier, à pratiquer l'acupressure afin d'apporter contenance affective et émotionnelle dans la réalisation d'un soin de détente à son équidé lors de convalescence, de sorte à stimuler le système immunitaire, provoquer la libération des neurotransmetteurs antalgiques, réduire les phénomènes inflammatoires, favoriser la réparation des tissus et rétablir la circulation des liquides dans l'organisme, de façon à réduire les hématomes et les œdèmes lorsqu'il y a œdème. Donc, les massages énergétiques, l'acupressure, l'acupuncture, d'un point de vue scientifique, démontrent, attestent d'un effet antalgique, d'un effet de détente et de réparation des tissus. À condition que ce soit fait, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans les cours précédents, avec le cœur, en y mettant son intention et en le pratiquant régulièrement. Le faire une fois, c'est bien, mais c'est peu. La régularité permet justement la nourriture et la bonne circulation, le bon fonctionnement du tissu conjonctif, comme nous l'avons vu précédemment. Sensorialité et bien-être, nous arrivons vers la cognition. Le comportement exploratoire est l'interface entre le sujet et son environnement. C'est via ses sens, via son corps, que l'individu se sait et se sent exister et découvre le monde qui prend sens via les sens pour lui. Au niveau cérébral, la neurogénèse débute in utero. Donc le développement des neurones apparaît in utero. L'amygdale, cérébrale, pas dans la gorge, qui traite l'information sensorielle, s'ébauche dès le premier quart de la vie intra-utérine chez les macaques. Donc, dès le premier mois fœtal, chez le macaque, et jusqu'à l'âge de 15 jours, les voies afférentes chez le macaque avoisinent les voies afférentes chez l'humain. Excusez-moi. Les voies afférentes de l'adulte. Donc le petit macaque, du premier mois de fœtal jusqu'à ses 15 jours de vie, va avoir un buissonnement et à 15 jours, il aura les voies afférentes identiques à celles d'un adulte. La perception anticipe toujours la cognition, puisque déjà in utero, le fœtus réagit aux stimuli sonores et visuels dans le dernier tiers de la grossesse chez l'humain. Ainsi, quand il arrive au monde, le petit est déjà sensible à certains stimuli, tels que le goût. Un nouveau-né saurait reconnaître le lait de sa mère d'une autre, grâce au goût du liquide amniotique et aux saveurs qui vont se retrouver également dans le lait de sa mère. Cependant, le cerveau va se façonner, le buissonnement neuronal va s'opérer rapidement dans les premières années de vie,
jusqu'à l'âge adulte si l'environnement le permet. D'où l'importance des interactions précoces et interactions bienveillantes. La chronobiologie détermine l'activation de certaines compétences à des temps donnés du développement, mais si aucune stimulation n'intervient durant cette période dite sensible, alors la zone cérébrale concernée va s'atrophier et parfois une mort neuronale va s'opérer, qu'on appelle attrition. L'absence de stimuli fondamentaux correspond à l'isolement sensoriel et par exemple, un chaton dont les paupières seront closes jusqu'à l'âge de 3 mois, une fois les paupières décousues, ce chaton n'aura jamais la capacité de développer la vue. Il restera aveugle parce que c'est dans les 3 premiers mois de vie que l'aire visuelle se développe et si aucune stimulation vient activer l'aire visuelle, eh bien les récepteurs vont s'atrophier, disparaître. Il est trop tard. C'était jusqu'à 3 mois qu'il fallait activer la zone visuelle. Passé ce temps, on passe à autre chose et le handicap va donc apparaître. C'est ça ce en quoi consiste la chronobiologie. Hein. Le développement d'un petit être est fragile et dépend de zones, de périodes sensibles. Le temps de développement est à respecter de manière à favoriser le développement de l'individu. Donc voilà ce qui se passe lorsque le petit enfant est pris en charge favorablement. À son arrivée au monde, le nouveau-né a quelques branchements synaptiques. Puis, 3 mois après la naissance, le buissonnement a opéré et les neurones se sont multipliés. À l'âge de 2 ans, le processus de développement des réseaux de connexion entre les neurones se poursuit encore davantage et tout cela va augmenter jusqu'à 7 ans. Et à partir de 7 ans, donc dit âge de raison pour l'humain, il va y avoir une première phase de sélection des neurones et les neurones qui ne seront pas utilisés vont donc être remplacés par d'autres ou simplement être détruites parce que le cerveau ne va conserver que ce dont il a besoin. Hein. Et lorsqu'il y a absence d'interaction favorable, eh bien, une fonte frontolimbique apparaît. Et donc, ce sont ces zones noires. Hein. Le noir sur l'IRM, c'est du vide, c'est du rien. Il n'y a rien. Dans la boîte crânienne, il y a un petit cerveau qui a fondu parce qu'il n'y a pas eu d'interaction bienveillante. Pas eu d'interaction tout court d'ailleurs. Mais repris en charge, le petit va pouvoir bénéficier à nouveau d'interactions favorables et le cerveau va se remodeler. Hein. Voilà. Donc, il est possible de remodeler le cerveau, à condition évidemment que nous n'ayons pas passé la période sensible, mais il est possible de remodeler le cerveau pour que le petit bénéficie d'un développement favorable. Donc, pour un cerveau modelé, assurant émotion, intelligence et compétence, il faut des sens opérationnels, une absence de handicap, un environnement stimulant et répondant aux besoins
de l'espèce et de l'individu, et des interactions sociales apaisantes et chaleureuses. Sinon, des troubles peuvent apparaître, tant neurologiques, immunitaires que comportementaux, comme c'était le cas dans certains orphelinats en Roumanie, dont les enfants n'avaient qu'une gamelle par jour sans aucune interaction, ou les animaux en isolement sensoriel et isolement social, évoluant dans des élevages intensifs, ne prenant pas en compte leur bien-être. Donc, nous avons vu l'acupressure, les massages, le contact. Nous avons vu les interactions, le côté donc social et le bien-être que procure l'interaction bienveillante. Nous allons maintenant voir du côté des ondes cérébrales via la musique, les bruits doux, les conséquences que cela a sur le cerveau et le bien-être de l'humain et des animaux. Alors, stress chronique ou situation désagréable concourt à un tonus musculaire élevé. Nous l'avons vu concernant le tissu conjonctif. La fonction activatrice de la formation réticulée l'emporte sur la fonction inhibitrice. C'est-à-dire que la formation réticulée, qui se trouve au niveau du bulbe rachidien, va être beaucoup plus réactive via le stress plutôt que ne va inhiber les sensations désagréables. Donc l'activation de la formation réticulée peut provoquer de nombreux symptômes, dont les douleurs locales ou diffuses, les dysfonctionnements vertébraux, de la fatigabilité excessive, bref, différents troubles qui peuvent être des troubles aussi psychosomatiques. C'est-à-dire que le corps est fatigué, le mental ne peut pas gérer et le corps va donc exprimer le mal-être. Les muscles lisses et striés témoignent alors du déséquilibre émotionnel. En état de veille, le cerveau émet des ondes rapides, dites bêta, qui vont de 12 à 30 Hz. Au-delà, lors d'une activité cérébrale intense, où les ondes gamma spécifiques peuvent avoisiner les 40 Hz. Donc les ondes bêta sont les ondes activées en situation de travail. En état de relaxation légère ou d'éveil calme, les ondes alpha se produisent. Elles vont de 8 à 12 Hz. Puis les ondes θ de 4 à 8 Hz correspondent à la détente profonde et au sommeil paradoxal. Enfin, le sommeil profond active les ondes delta de 0,5 à 4 Hz. En laboratoire, à l'Institut Max Planck, en 2015, grâce à l'IRM fonctionnel et la diffusion de sons de percussion régulière à 4 Hz, il a pu être mis en évidence l'activité cérébrale de 15 pratiquants au chamanisme. Le cerveau active le cortex singulaire postérieur, mais aussi le cortex singulaire antérieur dorsal et l'insula antérieure gauche. C'est ce que je vous ai montré dans le schéma sur les zones de la douleur
les zones de la perception de la douleur, hein, cortex singulaire et insula. Ainsi, le réseau de cognition interne impliqué dans les pensées indépendantes de l'environnement extérieur est amplifié. Le réseau du cortex auditif s'atténue parallèlement. La régularité des ondes cérébrales θ, l'activation de l'insula et du cortex singulaire semble permettre de modifier l'état de conscience du patient. En état chamanique, la régularité des perceptions, des percussions va activer les zones du cortex cérébral de l'insula et vont donc, via cette régularité, provoquer un état de conscience modifié. Concernant la musique, chez le cheval, les expériences de musicothérapie se développent depuis quelques années et il a été montré que certains genres musicaux réduisent l'expression de comportements de stress et ralentissent la fréquence cardiaque, aussi bien lors d'un isolement social qu'au box. Ce sont des études qui ont été menées donc en 2000, 2011 et 2012-2015. Plus récemment, donc en 2015 et après, il a été mis en évidence que la diffusion de musique classique dans l'écurie permettait également une amélioration des performances en course de pur sang arabe. Donc la musique classique va améliorer les performances. Donc non seulement la musique va réduire le stress et ralentir la fréquence cardiaque des chevaux, mais la musique classique va en plus améliorer les performances en course. Par contre, ces études ne prennent en compte la diffusion de musique uniquement dans l'environnement du cheval et non de façon individualisée. C'est-à-dire que c'est la diffusion de musique dans l'écurie qui est faite et pas uniquement via un casque comme ça se rencontre maintenant, donc depuis 2020 à peu près, hein, par cheval. C'est vraiment des expériences qui sont faites sur un lot de chevaux de façon donc collective. Dans tous les cas, nous entendons également dans certains élevages de caprins par exemple ou de bovins qu'au moment de la traite, quand la musique est douce, la traite se passe beaucoup mieux et les agriculteurs ont remarqué un moindre comportement d'agression et de panique chez les femelles venant à la machine. Donc, la musique douce va avoir un effet sur le cerveau en modifiant l'état de vigilance, mais également va permettre la détente et donc aussi l'amélioration de certaines performances selon les études réalisées que je présente dans cet exposé. Hein, libre à vous d'aller ensuite voir d'autres recherches, voire de pratiquer votre recherche pour confirmer ou pas ce que je vous présente dans cette page. Conclusion générale, l'objectif de cet exposé était de démontrer les conséquences des nombreuses agressions subies, tant internes qu'externes, sur la santé et le comportement de l'individu, donc sur son bien-être. Les agents toxiques, les lésions cellulaires ou organiques, le manque d'hygiène, un mode de vie qui ne correspond pas.
L'étude du réseau complexe du tissu conjonctif et du système nerveux central et périphérique permet de mettre en lumière l'intérêt d'une prise en charge globale de l'individu pour son mieux-être. Outre l'aménagement du quotidien et de l'environnement de l'animal, qui va se faire via un réaménagement de son espace, via l'apport d'enrichissement, il est possible également de développer dans le cadre du bien-être de l'animal les massages de détente, l'acupressure, la musique douce de préférence et l'acupuncture pour ses propres animaux et sous contrôle vétérinaire. Hein. Euh, tout cela dans le cadre du mieux-être ou du bien-être de son animal. L'attachement jouant un rôle fondamental, entre autres chez les mammifères, former le propriétaire à ces divers outils ne peut être que bénéfique pour le bien-être de l'animal. Voilà. Donc j'ai essayé de vous démontrer dans ce cours le bien-être d'un point de vue de certaines techniques que tout propriétaire d'animal peut mettre en place. Le propriétaire de l'animal peut masser son animal, passer du temps avec lui, être là pour lui, avec lui, le stimuler sensoriellement et aussi lui apporter donc de la musique douce. Cela va permettre que le binôme humain et animal ne vive que mieux. Pour toute question, si vous souhaitez des séances pour votre animal, si vous aspirez à vous former à différentes techniques de bien-être pour votre animal, n'hésitez pas donc à me contacter. Mes coordonnées sont sur cette page et je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cet exposé quelque peu ardu pour les non-initiés au langage scientifique. Merci beaucoup. À très bientôt.